14 décembre 2023. Hôpital St. Mary, Boston. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus comme je marchais le long du couloir stérile, serrant un petit bouquet de margaritas, les favorites de ma grand-mère. Elle avait été aux soins intensifs pendant 3 jours après une chute, et j'avais promis je la visiterais chaque soir après le travail. Chambre 307. C'est ce que ma mère m'avait envoyé par texto. Mais les hôpitaux sont des labyrinthes, n'est-ce pas? Des couloirs sans fin qui tous se ressemblent. Murs blancs, portes identiques, l'odeur de désinfectant se mélangeant avec quelque chose de plus profond. Peur, espoir, chagrin, tous mélangés ensemble. J'ai poussé la porte de ce que je pensais était une chambre. F était 7 et je suis entré. Mais la femme allongée dans ce lit n'était pas ma grand-mère. Elle était plus jeune, peut-être dans ses débuts de cinquantaine. Cheveux blonds maintenant emmêlés contre l'oreiller. Peau pâle, presque translucide sous les lumières dures de l'hôpital. Des tubes serpentaient de ses bras. Un ventilateur respirait pour elle. Le sifflement et le clic rythmé, le seul son dans la pièce et la pièce elle-même. Dieu, la pièce était vide. Pas de fleurs sur le rebord de la fenêtre. Pas de carte de bon rétablissement scotchée au mur. Pas de photographie. Pas de membres de famille concernés. Veillant dans la chaise inconfortable à côté de son lit. Juste des machines, juste le silence, juste elle. J'ai figé dans l'embrasure de la porte, ma main toujours sur la poignée. C'était clairement la mauvaise chambre. Je devrais partir. Je devrais m'excuser à personne en particulier et reculer tranquillement. Mais quelque chose a ancré mes pieds à cet endroit. Peut-être était-ce la façon dont sa main reposait sur le drap blanc, le doigt légèrement courbé, scotché au dos de sa main si complètement, absolument seul. Avant que vous ne cliquiez ailleurs, j'ai besoin de vous dire ce qui s'est passé ensuite. A changé tout ce que je pensais savoir sur le destin. La solitude et pourquoi nous rencontrons les personnes que nous rencontrons. Je me suis retrouvé marchant vers son lit au lieu de m'en éloigner. J'ai posé les marguerites sur la table à côté d'elle, des fleurs destinées à ma grand-mère, maintenant tenant compagnie à une étrangère. Et je me suis assis dans cette chaise vide. La partie rationnelle de mon cerveau me criait « David, que fais-tu? Ce n'est pas tes affaires. Ce n'est pas ta chambre. Pars. » Mais je ne pouvais pas rester avec moi. Ceci devient incroyable. J'ai regardé son visage. Paisible, mais pas de la façon dont les gens qui dorment ont l'air paisibles. C'était différent. C'était l'absence. Comme si elle était allée quelque part très loin et avait laissé juste son corps derrière. Et puis je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à chanter. Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. Ma voix a craqué. Je ne suis pas un chanteur. Jamais été. Mais ma grand-mère me chantait cette chanson quand j'étais malade enfant, quand j'avais fait des cauchemars, quand le monde semblait trop grand et effrayant. C'était la seule chose que je pouvais penser faire. J'ai chanté toute la chanson, tous les couplets, à une femme dont je ne connaissais pas le nom, dans une chambre où je n'étais pas censé être. Quand j'ai fini, le seul son était le ventilateur. Sifflement, clic, sifflement, clic. Je me suis levé, me sentant idiot. À quoi pensais-je? J'ai attrapé mon manteau et me suis tourné pour partir. Excusez-moi. Une infirmière se tenait dans l'embrasure de la porte, une jeune femme aux yeux gentils et aux cheveux noirs attachés en queue de cheval. Elle avait l'air confuse, mais pas en colère. Je suis désolé, ai-je balbutié. Mauvaise chambre. Je cherchais ma grand-mère. Je pensais que c'était la 307. Elle a terminé pour moi. C'est la porte d'à côté. C'est la 305, n'est-ce pas? Je suis tellement désolé. Je vais juste vous chantiez? Elle a demandé. Il a inondé mon visage. Oui, je ne sais pas pourquoi. Elle semblait si seule. L'expression de l'infirmière s'est adoucie. Elle a jeté un coup d'œil à la femme dans le lit, puis est revenue vers moi. Elle est seule, dit-elle doucement. Son nom est Margaret Thompson. Elle est ici depuis 6 semaines.
AVC grave. Elle est dans le coma depuis qu'ils l'ont amenée. 6. Demain. Et non, personne, l'infirmière est confirmée. Pas de contact d'urgence au dossier. Pas de famille que nous puissions trouver. Pas de visiteur, pas un seul. Vous êtes la première personne qui s'est assise avec elle qui n'était pas payée pour être ici. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. Comment est-ce possible? J'ai demandé. Comment quelqu'un a-t-il juste personne? L'infirmière a haussé les épaules tristement. Ça arrive plus que vous ne le pensez. Les gens passent entre les mailles du filet, perdent le contact avec leur famille, survivent à leurs amis, et puis quelque chose comme ça arrive, et elle a fait un geste vers la pièce vide. J'ai regardé de nouveau Margaret à sa main reposant sur ce drap blanc. Puis-je, est-ce que ce serait d'accord si je restais juste un peu? L'infirmière a souri. Je pense qu'elle aimerait ça. Si vous pensez savoir où cela va, croyez-moi, vous ne savez pas. Appuyez sur ce bouton d'abonnement parce que ce qui se passe dans les prochaines semaines restaurera votre foi en la connexion humaine. Je vous le promets. Cette nuit-là, j'ai bien visité ma grand-mère, chambre 307. Elle était assise dans son lit, donnant des ordres à ma mère, la couleur revenant déjà à ses joues. Elle irait bien, elle serait à la maison dans quelques jours, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à la femme d'à côté. Le soir suivant, je suis revenu à l'hôpital, mais je ne suis pas allé à la chambre 307. Je suis allé à la 305. Margaret était exactement comme je l'avais laissée. Même position, même machine respirant pour elle, même vide dévastateur. Je me suis assis dans la chaise et je lui ai chanté de nouveau. C'est devenu ma routine. Chaque jour après le travail, je conduisais à l'hôpital Sainte-Marie. Je faisais un signe aux infirmières à la station. Elles ont commencé à me reconnaître le 3e jour et je m'asseyais avec Margaret. Parfois, je chantais de vieux cantiques. Ma grand-mère m'a appris des chansons des Beatles Simon et Garfunkel. Une fois, j'ai même chanté Joyeux anniversaire parce que j'avais découvert, d'après son dossier, qu'elle avait eu 52 ans. Pendant qu'elle était dans ce coma, 52 ans, et personne ne lui avait chanté. D'autres fois, je parlais juste. Je lui ai parlé de ma vie, de mon travail comme professeur d'anglais, au lycée de mon ex-femme Sarah, et comment notre mariage s'était effondré non pas dans une explosion dramatique, mais dans une lente, silencieuse érosion de 2 personnes qui avaient cessé d'essayer. De mes 2 enfants, Emma et Jake, que je voyais tous les 2 week-ends, mais qui se sentaient comme des étrangers maintenant. Je lui ai parlé de la solitude, le genre qui s'installe dans votre poitrine même quand vous êtes dans une pièce pleine de gens. Je sais que vous ne pouvez probablement pas m'entendre. J'ai dit une nuit environ 2 semaines après. Mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose, Margaret. Vous n'êtes plus seule. Même si vous ne pouvez pas le sentir, même si vous ne savez pas que je suis ici, vous n'êtes pas seule. Les infirmières ont commencé à me laisser seule. Elles jetaient un coup d'œil, souriaient et passaient à autre chose. L'une d'elles, Carla, celle qui m'avait d'abord trouvé chantant, m'a dit que les signes vitaux de Margaret semblaient plus stables quand j'étais là. Fréquence cardiaque un peu plus forte, tension artérielle un peu meilleure. Peut-être qu'elle sait, a dit Carla. Peut-être que d'une certaine manière, elle sait qu'elle n'est plus seule. Je voulais croire cela. Noël est venu et est parti. Je l'ai passé avec mes enfants, mais j'ai rendu visite à Margaret la veille de Noël. J'ai apporté une petite guirlande lumineuse et je l'ai accrochée autour de sa fenêtre. Je lui ai lu un chant de Noël, toute la chose, tout en une seule fois. Ma voix était à la fin. Joyeux Noël, Margaret, ai-je murmuré avant de partir. Le réveillon du Nouvel An, j'étais là à minuit. L'hôpital était calme. Quelque part dans le couloir, quelqu'un regardait la boule descendre à la télévision. Je pouvais entendre des acclamations lointaines. J'ai tenu la main de Margaret, quelque chose que j'avais commencé à faire la 3e semaine. Sa peau était chaude, vivante, mais toujours elle ne bougeait pas. N'a pas répondu. Nouvel an, Margaret, ai-je dit. 2024, peut-être que c'est votre année.
Peut-être que c'est quand vous vous réveillez et me dites de me taire et d'arrêter de chanter faux. Rien. Mais je continuais à venir, n'allais nulle part. Ce qui se passe ensuite, je ne peux toujours pas l'expliquer, et les médecins non plus. 4 janvier 2024. 3 semaines après que j'ai marché pour la première fois dans la mauvaise chambre, je lisais à Margaret un livre de poésie, Mary Oliver, Le jour d'été. J'étais juste arrivé à la ligne « Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire de ta seule vie sauvage et précieuse ?» Quand je l'ai senti, son soudaine inspiration forte, sa main, ses doigts bougèrent à peine, la plus légère contraction contre ma paume, mais je l'ai senti. Mon cœur s'est arrêté. Margaret. Je me suis penché en avant, serrant sa main plus fort. Margaret, pouvez-vous m'entendre? Une autre contraction, plus forte cette fois, et puis ses paupières ont papillonné. J'ai appuyé sur le bouton d'appel si fort que je l'ai presque cassé. Infirmière! Infirmière! Carla a fait irruption par la porte, suivie par 2 autres infirmières, et puis un médecin. Ils ont essaimé autour du lit de Margaret, vérifiant les moniteurs, éclairant ses yeux appelant son nom. Je me suis reculé, ma main sur ma bouche, regardant. Et puis, Dieu, je n'oublierai jamais cela. Les yeux de Margaret se sont ouverts, juste des fentes au début, confuses, non focalisées, mais ouvertes. Les 48 heures suivantes furent un flou de tests et de médecins et de spécialistes, tous utilisant des mots comme remarquable et sans précédent. Et nous ne pouvons pas expliquer cela. Le rétablissement de Margaret était lent. À la fin de cette semaine, ils avaient retiré le ventilateur. Elle pouvait respirer seule. Ses yeux suivaient le mouvement. Elle cope, et le 10 janvier, 6 jours après qu'elle se soit réveillée pour la première fois, elle a parlé. J'étais assis avec elle, lisant le journal à voix haute. Quelque chose à propos d'une tempête de neige arrivant quand je l'ai entendue. Vous! Sa voix était à peine un murmure. Our de semaines d'intubation, mais elle était là. J'ai laissé tomber le journal. Margaret. Ses yeux ont trouvé les miens. Yeux bleus clairs maintenant, focalisés. Vous avez continué à chanter. Les larmes ont brouillé ma vision. Vous pouviez m'entendre? Elle a hoché la tête à peine. Une seule larme a roulé sur sa joue. Tout cela, au cours des prochaines semaines, alors que Margaret devenait plus forte, elle m'a raconté son histoire. Elle avait été seule pendant longtemps. Son mari, Robert, était mort dans un accident de voiture il y a 20 ans. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. Son seul frère ou sœur, une sœur, était décédée d'un cancer il y a 5 ans. Elle avait travaillé comme bibliothécaire. Travail calme avec des gens calmes. Et quand elle a pris sa retraite, le silence est devenu total. « J'ai juste disparu », dit-elle un après-midi. Nous étions dans le jardin de l'hôpital. Elle était passée au fauteuil roulant. Janvier, fils faible, mais présent sur nos visages. Personne n'a appelé parce qu'il n'y avait personne à appeler, et je n'ai pas tendu la main parce que quel était l'intérêt. L'AVC est arrivé à la maison. J'étais seul pendant 18 heures avant qu'un voisin ne remarque mes journaux s'accumulant et n'appelle la police. Au moment où ils m'ont trouvé, elle n'a pas eu besoin de finir. Je me souviens de l'obscurité, a-t-elle continué. J'étais piégé. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas parler, ne pouvais pas ouvrir mes yeux, mais je pouvais entendre des choses étouffées, des machines lointaines, des voix, mais elles étaient toutes cliniques, médicales. Personne ne m'en parlait. Elle m'a regardé et puis un jour j'ai entendu chanter ce terrible chant faux. J'ai ri à travers les larmes. Et maintenant, c'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Elle a dit parce que ce n'était pas pour les infirmières, ce n'était pas pour un dossier, c'était pour moi. Quelqu'un était assis avec moi. Quelqu'un s'en souciait. Elle a attrapé ma main. Vous m'avez donné une raison de me battre. David, chaque fois que vous êtes revenu, chaque fois que vous avez chanté ou lu ou juste parlé, vous me tiriez vers la lumière. Je ne sais pas pourquoi vous êtes resté, mais vous avez sauvé ma vie. J'ai secoué ma tête. Non, Margaret, vous avez sauvé la mienne, et je le pensais. Restez avec moi,
parce que c'est là que l'histoire prend un tournant que je n'ai jamais vu venir. Vous voyez, j'avais passé les 3 dernières années à somnambuler à travers ma vie, faisant des gestes, enseignant des cours en pilote automatique, voyant mes enfants, mais ne connectant pas vraiment. Je m'étais convaincu que je n'avais pas d'importance, que j'étais juste ici prenant de la place. Mais m'asseoir avec Margaret, prendre soin de quelqu'un qui ne pouvait pas le demander et ne pouvait pas me remercier pour cela, cela a réveillé quelque chose en moi. Cela m'a rappelé ce que c'était de se sentir nécessaire, d'avoir de l'importance, d'aimer sans rien attendre en retour. Margaret a passé 2 mois en rééducation. J'ai visité chaque jour. Quand mon ex-femme a demandé pourquoi je passais tant de temps à l'hôpital avec une étrangère, je n'ai pas pu l'expliquer d'une manière qui avait du sens. Elle n'est plus une étrangère, fut tout ce que j'ai dit. Et elle ne l'était pas. Margaret et moi avons parlé de tout. Livres, musique perte, solitude. La terreur tranquille de réaliser que vous pourriez mourir et ne laisser aucune trace sur le monde quoi que ce soit. J'ai une fille, m'a-t-elle dit un jour fin février. C'était une nouvelle pour moi. Son nom est Rachel. Elle a 30 ans. Nous n'avons pas parlé depuis 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le visage de Margaret s'est assombri. Je l'ai repoussée après la mort de Robert. J'étais si consumé par le chagrin, je ne pouvais pas voir ce que je lui faisais. Elle a essayé. Dieu, elle a essayé. Mais j'ai continué à pousser jusqu'à ce qu'un jour elle cesse d'essayer. Et j'étais trop fier pour m'excuser. Ce n'est pas trop tard, ai-je dit. N'est-ce pas, Margaret? Vous êtes revenu d'entre les morts. Je pense que vous pouvez passer un coup de téléphone. Il a fallu 3 essais. Les 2 premières fois, Rachel n'a pas répondu. La 3e fois, elle a répondu. Je suis sorti de la chambre pour donner à Margaret de l'intimité, mais je pouvais entendre sa voix à travers la porte, pleurant, s'excusant, expliquant. Quand je suis revenu 1 heure plus tard, le visage de Margaret était différent, plus léger. Elle arrive à murmurer Margaret. Demain. Rachel arrive demain. Et elle l'a fait. J'ai rencontré Rachel dans le couloir de l'hôpital. Elle était grande, blonde, comme sa mère, avec les mêmes yeux bleus, nerveuse, sur ses gardes. Merci, elle m'a dit. Carla m'a dit ce que vous avez fait, que vous avez été ici chaque jour, que vous, je ne sais pas comment dire cela, que vous avez aimé ma mère quand je ne pouvais pas. Je ne l'ai pas fait parce que je devais. Je lui ai dit. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin. Rachel et Margaret ont passé des heures ensemble ce jour-là pleurant, parlant, se tenant les mains, reconstruisant quelque chose qui avait été brisé pendant si longtemps. Quand je suis parti ce soir-là, Rachel m'a serré dans ses bras. Elle parle de vous constamment. Elle a dit qu'elle vous appelle son miracle. Elle est la mienne, j'ai répondu. Le printemps est venu. Margaret a été libérée de l'hôpital fin mars. Rachel l'avait invitée à vivre avec sa famille dans le Vermont et Margaret avait accepté. Avant qu'elle ne parte, nous avons pris un café à l'hôpital. Cafétéria, ce terrible café dont je m'étais plaint tant de fois pendant qu'elle était inconsciente. Je ne pourrai jamais vous rembourser, a dit Margaret. Vous ne me devez rien, David? Elle a hésité. Que se passe-t-il maintenant avec nous? C'était la question que j'avais évitée. Je ne sais pas, j'ai admis. Vous serez dans le Vermont. Je suis ici, mais j'aimerais rester dans votre vie si c'est d'accord. J'aimerais ça aussi. Nous nous sommes étreints pour nous dire au revoir. Je l'ai regardé monter dans la voiture de Rachel, les ai regardés partir et j'ai pensé que c'était la fin de l'histoire. J'avais tort. Margaret et moi avons parlé au téléphone tous les quelques jours, puis chaque jour, puis plusieurs fois par jour. Nous avons envoyé des SMS. Nous avons fait des appels vidéo. J'ai conduit jusqu'au Vermont 2 fois pour visiter. Quelque chose grandissait entre nous. Quelque chose qu'aucun de nous n'avait attendu. En juin, Margaret est revenue à Boston pour un bilan de santé. Elle est restée avec moi dans ma chambre d'amis. Elle a été rapide à clarifier quand elle l'a dit à Rachel. Mais la 2e nuit de sa visite, nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin, parlant sur mon porche de tout et de rien.
de secondes chances et de mauvaises chambres, et comment parfois les meilleures choses de la vie viennent de nos plus grandes erreurs. Je tombe amoureux de vous et je dis, juste comme ça. Pas de planification, c'est juste sorti. Margaret m'a regardé dans la faible lumière du porche. Je suis tombée amoureuse de vous, comme vous m'avez chanté dans l'obscurité, a-t-elle répondu. Je n'avais juste pas les mots pour vous le dire encore. Nous nous sommes embrassés, et cela a ressemblé à un réveil comme si le monde entier avait été en noir et blanc, et soudain il y avait de la couleur. Le 3 octobre 2004, 10 mois après que j'ai marché dans la mauvaise chambre, Margaret et moi nous sommes mariés. Pas dans une église, pas dans une grande cérémonie, nous nous sommes mariés dans ce jardin de l'hôpital où nous avions eu tant de conversations pendant son rétablissement. Le même endroit où elle m'a dit que j'avais sauvé sa vie et je lui ai dit qu'elle avait sauvé la mienne. C'était juste nous, Rachel et sa famille, mes enfants, Carla et les autres infirmières qui avaient pris soin de Margaret, ma grand-mère qui était en bonne santé et florissante, l'aumônier de l'hôpital a officié. Prenez-vous, David, Margaret? J'avais imaginé ma vie de tant de façons différentes, mais jamais comme ça. Jamais avec quelqu'un que j'ai rencontré alors qu'elle était inconsciente. Jamais avec quelqu'un à qui j'ai chanté avant que je n'entende jamais sa voix. Oui. Prenez-vous, Margaret, David? Oui. Quand nous nous sommes embrassés, tout le monde a applaudi. Carla pleurait. Ma grand-mère pleurait. Diable, je pleurais. Rachel nous a serrés tous les deux dans ses bras. Vous m'avez rendu ma mère, elle m'a murmuré, et elle m'a donné un père. Les gens nous demandent tout le temps comment c'est arrivé. Comment quelqu'un épouse-t-il une personne qu'il a rencontrée dans le coma? Et Margaret dit toujours la même chose. Il m'a aimé avant de me connaître, avant que je puisse lui rendre quoi que ce soit. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas le hasard. C'est ce qu'est l'amour en réalité. Nous vivons dans une petite maison maintenant juste à l'extérieur de Boston. Margaret fait du bénévolat à la bibliothèque. J'enseigne toujours. Nous dînons avec la famille de Rachel une fois par mois. Mes enfants appellent Margaret par son prénom, mais ils s'illuminent quand elle est là. Chaque soir avant de dormir, je lui chante, non pas parce qu'elle en a besoin pour survivre, mais parce que cela nous rappelle à tous les deux que nous avons survécu. Que le pire jour dans la pièce la plus sombre, quand tout semblait perdu, nous nous sommes trouvés. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que la connexion existe toujours dans ce monde déconnecté, faites-moi une faveur. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette histoire parce que quelque part là-bas, quelqu'un a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard. Que de mauvaises chambres mènent aux bonnes personnes. Que l'amour vous trouve dans les endroits les plus inattendus. Margaret dit toujours, je suis entrée dans sa chambre par accident, mais je ne crois plus aux accidents. Je crois aux portes ouvertes et au courage de les franchir, même quand ce sont les mauvaises. Parfois cela ressemble à la fin, mais c'est vraiment juste le début.